Trop bien. Yes. Et du coup, bonsoir à tous. On est super ravis avec Lily de vous accueillir pour ce webinaire avec nos deux super intervenants, Anine et Sarah. Et du coup, l'objectif de ce webinaire, Bonjour. c'était de voir ensemble, mieux comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de la perfection, l'imperfection. L'imperfection, du coup, c'est une amie, c'est une ennemie, on ne sait pas trop, on a envie de creuser. Et du coup, pour le dérouler, on va faire une petite première partie d'introduction où on laissera les intervenants se présenter. On vous remettra un petit peu en contexte aussi avec Lily la notion d'imperfection, pourquoi on a voulu traiter ce sujet. Et ensuite, on fera le débat pendant 30 minutes entre 19h15 et 19h45. Et du coup, on gardera un temps de questions, une quinzaine de minutes. Donc, la parole aux participants. Vous pourrez contribuer soit en audio et vidéo, soit par le chat si vous préférez. Et un petit temps de clôture. Ce qui avait bien marché aussi lors des webinaires précédents, c'est n'hésitez pas aussi à mettre vos questions dans le chat, même pendant le débat. Plus c'est interactif, mieux c'est. Avec Lily, nous, on va être vraiment là pour essayer de trouver la petite bête, challenger un petit peu les intervenants et rebondir sur vos questions du chat pendant le débat. Donc, n'hésitez pas vraiment à les partager pendant. Hop. Du coup, est-ce que Sarah, tu voudrais commencer à te présenter en quelques mots? Carrément. Du coup, hello tout le monde. Donc moi, c'est Sarah. J'ai créé La Vraie Dose. Donc La Vraie Dose, c'est la newsletter qui envoie chaque lundi une vraie dose d'énergie aux apprentis entrepreneurs. Donc pour ceux qui me connaissent déjà, ils ont entendu ce pitch bien trop de fois. Et donc j'ai créé en gros un média sur les débuts de l'entrepreneuriat, plutôt orienté, on va dire, développement personnel. Au format newsletter. Donc l'idée, en fait, la ligne éditoriale de La Vraie Dose, c'est vraiment apprenons à nous déculpabiliser en tant qu'entrepreneur, apprenons à nous dire que fait est mieux que parfait, que le mieux est l'ennemi du bien, et tout ce qui s'ensuit, d'où ma présence aujourd'hui. Et même moi, personnellement, au-delà du fait que je crée du contenu qui va vachement dans le sens de devenir, embrasser l'imperfection, et ben, clairement, dans toute mon aventure entrepreneuriale, j'ai largement appris à manager le fait qu'il fallait se contenter parfois de faire les choses et que c'était très, très bien comme ça. Du coup, je suis super contente que les filles m'aient proposé de participer ce soir. Voilà, et j'ai hâte de discuter un peu de tout ça. Yes. Merci, Sarah. Anine, on te passe la main? Yes. Bonjour à tous. Je m'appelle Anine et je suis le fondateur de Goodbye Comfort Zone. Goodbye Comfort Zone, ça a commencé comme un petit blog personnel dans lequel je m'étais lancé un défi qui est simple à pitcher, mais qui était un peu plus compliqué à réaliser, qui était le fait de sortir de ma zone de confort en accomplissant un défi par jour pendant 365 jours. Et ça, c'était en 2016. Et depuis, ça s'est transformé en une communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui partagent cette même vision-là de dépassement de soi, mais tout en s'amusant. En fait, le leitmotiv de la communauté, c'est la vie est un jeu. Et j'ai récemment pris ce leitmotiv-là pour en faire une start-up et créer le premier jeu en immersion réelle, un jeu de rôle, mais qui se joue dans la vraie vie, où chacun peut être le héros de sa propre vie. Et l'idée, c'est qu'on avance dans un scénario en accomplissant des challenges pour élargir sa zone de confort et quelque part devenir cette meilleure version de soi-même. Je suis très heureux d'être là avec vous. Ouais, merci. Et pour faire peut-être le lien avec pourquoi on a invité Sarah et Anine, Anine est intervenue à un de nos événements à Lille qu'on a organisé avec Aurore de manière complètement imparfaite en 2 ou 3 semaines parce qu'on s'est croisés par hasard à Paris. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire un événement ensemble et on a invité Anine qui nous a fait une superbe intervention. Et Sarah, on la connaît plus personnellement. Avec Edith et moi, on a suivi La Vraie Dose et en fait, on a très très vite pensé à Sarah quand on a pensé à organiser ce webinaire sur l'imperfection. Parce que Sarah, sa newsletter en parle au quotidien de cette notion d'imperfection. Et
peut-être, et après je hack un peu Edith là, et peut-être Vas-y, hack-moi, j'aime bien. Voilà, on vous le redit, Anine et Sarah, mais avec les participants qui sont là, le but c'est aussi de créer du débat, de venir vous titiller. Donc voilà, désolé s'il y a des moments où on vient un peu vous chercher, n'hésitez pas à nous dire si on pousse les questions un peu trop loin. Non. Poussez, zéro limite. Vous pouvez y aller. Ça va, on n'a pas encore fait pleurer l'intervenant pour l'instant, sinon de joie. Mais voilà, le but, c'est vraiment de rentrer dans le débat. On n'est pas là pour rester dans « Ah, l'imperfection, c'est bien, soyons heureux », mais vraiment d'aller chercher les limites des concepts, tant du perfectionnisme que de l'optimalisme. Yes. Et du coup, on compte aussi sur vous pour ça, pour jouer le jeu. On fera pleurer personne non plus, j'espère. Yes. Et pour vous redire aussi un petit peu pourquoi avec Lily on avait envie de parler d'imperfection sous ce format de débat, c'est qu'en fait, même dès le début de l'aventure des Joyeux Audacieux qui a maintenant 1 an et demi, c'est quelque chose qui nous a travaillé un peu personnellement quand on a travaillé ensemble et dans nos vies en général. Du coup, on a fait pas mal de recherches dessus, on a lu des livres aussi sur la notion d'authenticité qui est un petit peu liée qu'on avait traité dans le webinaire précédent. Et du coup, en novembre dernier, on a accompagné une dizaine de joyeux et audacieux pendant un défi en ligne sur le thème de l'imperfection. Et ça nous touche particulièrement parce qu'à la fois, pour nous personnellement et autour de nous, on a vu beaucoup de gens qui se limitaient par un perfectionnisme assez fort. Et on avait l'impression que du coup ça les empêchait et que nous ça nous avait empêché aussi d'aller plus loin dans notre potentiel, de réaliser plus de choses, que ça nous limitait. Et du coup c'est aussi pour ça qu'on avait envie de creuser le sujet par plein de moyens. Et du coup, on a découvert, entre autres, un livre de Tal Ben-Shahar qui s'appelle « L'apprentissage de l'imperfection » et qu'on a trouvé très, très intéressant et qui propose une vision de l'imperfection qui s'appelle l'optimalisme et qui est assez intéressante. Et du coup, c'est cette vision-là qu'on a un petit peu déclinée dans ce défi et qu'on avait envie de vous partager aussi un petit peu en ouverture, en base sur laquelle discuter. Et en fait, cet auteur-là, il a explicité l'imperfection et l'optimalisme comme une manière de passer plutôt de l'injonction au bonheur, ah, il faut que je sois tout le temps heureux, tout le temps, sinon il y a quelque chose qui ne va pas, vers plutôt le fait d'accepter ses émotions. Il parle aussi de passer de idéaliser son objectif. Le plus important, c'est d'arriver à mon objectif, à plutôt profiter du moment présent, profiter du chemin jusqu'à cet objectif-là, et être plutôt dans le plaisir de faire que plutôt dans l'obligation, ah, il faut que je fasse que je suis obligée, etc. Bah, c'est des notions qui nous avaient bien parlé. Je ne sais pas si sur ça, Lily, tu voulais rajouter quelque chose. J'ai envie de poser la question à Aurore, en fait, parce que Aurore a participé. Désolée, moi, je hack le truc aujourd'hui. Oui. Parce que Aurore a participé au premier défi sur l'imperfection qu'on a fait, où on a réuni 11 personnes pendant 1 mois en ligne, en faisant un webinaire toutes les semaines et en leur donnant des exercices et des inspirations à faire. Et du coup, je ne sais pas si toi, Aurore, tu as des compléments à rajouter sur toi, comment tu as vécu l'optimalisme. Ouais, alors moi, effectivement, j'ai rejoint l'aventure il y a déjà un bon bout de temps sur ces sujets-là avec vous. Et du coup, l'imperfection, moi, ça me parlait pour les mêmes raisons que vous, parce que je sentais autour de moi et même moi-même que je m'étais mis beaucoup de freins avec mon perfectionnisme inutile dans beaucoup de cas et très handicapant à la fois dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Et du coup, on s'est retrouvés avec des profils très différents de personnes qui étaient beaucoup plus abouties sur l'optimalisme professionnel ou sur l'optimalisme personnel, et on s'est beaucoup apporté tous. Moi, je dirais que ce qui m'a le plus aidé dans ce cheminement-là, c'est l'application sur la vie perso. Parce que c'était une période où je voyais les apprentissages qu'on a vus ensemble. Moi, je l'ai appliqué à la vie personnelle.
et du coup à arrêter de faire une affaire d'état de petits sujets pas importants. Et du coup, maintenant que j'ai repris le chemin de la vie professionnelle et ma vie professionnelle aussi, donc ouais, j'ai surtout vu comment appliquer ça en fait à toutes les sphères privées de ma vie. Trop chouette. Donc le perfectionnisme, ça peut être en fait on peut être perfectionniste au travail et pas perfectionniste dans sa C'est vie ça. personnelle. Et puis t'en as à l'inverse qui vont courir après l'emploi du temps parfait, le sport parfait, l'alimentation parfaite, etc., etc. Ça parle à plein de gens parce qu'on est tous pareils et en fait on s'est tous rendu compte qu'on s'est retrouvés dans des situations à un moment ou un autre où en fait plutôt que de faire pas très bien mais de faire, eh ben, on préférait pas faire parce que ça allait pas être parfait. Et, et voilà. Et donc on s'est tous rendu compte qu'on s'est retrouvés dans cette situation-là. Et ça allait pour tout, même dans un rapport d'amitié, dans un rapport... Enfin, voilà, ça peut toucher à tout dans la vie et on a fait ce constat à plusieurs. Et ce qui était super, du coup, c'est de voir ceux qui avaient avancé sur certains sujets et qui donnaient des clés pour lâcher prise à ceux qui n'avaient pas avancé du tout dans ce rapport au perfectionnisme, justement. Top. Trop Merci bien. Aurore. Merci beaucoup du partage. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que on vous avait posé la question dans l'inscription. Pour vous, c'est quoi l'imperfection? Et ça complémente ce que tu dis, Aurore, et ça peut aussi poser les bases pour la discussion. En fait, ce qui était ressorti, c'était des choses quand même assez différentes. Donc, il y avait des gens qui étaient assez dans le même sens de ce que tu dis, Aurore, sur aussi s'accepter, le lâcher prise. L'imperfection, ça permet de gagner en sérénité, d'être dans l'action, sans jugement, de tester, d'itérer, d'accepter les échecs et leurs apprentissages. Il y avait aussi des gens qui disaient l'imperfection, c'est notre humanité, notre vulnérabilité, nos émotions. C'est ces différences-là, en fait, qui font notre force et notre beauté. Et après, il y avait aussi une notion de, pour certains, l'imperfection, c'était aussi de l'indulgence. En fait, c'est quelque chose d'inachevé, l'absence de volonté de s'améliorer, c'est un peu bâcler les choses, quelque chose qu'on peut regretter après. Donc, il y a plein de visions différentes et du coup, ça va être vachement intéressant, je pense, de voir aussi pour les intervenants et pour les participants qui sont là ce soir, de qu'est-ce que c'est pour eux et comment on va plus loin que ça. Et du coup, juste et je voulais avant... juste compléter. Ouais, Moi, le plus gros apprentissage de cette période-là avec vous, ça a été d'accepter l'imperfection des autres. Et du coup, dans le rapport aux autres, ça aide énormément. Quand tu commences à accepter ton imperfection, tu commences aussi à accepter celle des autres. Mais tant que tu n'as pas fait ce chemin-là avec toi-même, tu as du mal à accepter voilà, pour l'autre. C'était la seule parenthèse que je fais. On en a pas mal parlé avec Anine ça, sur quand on faisait la préparation. Ouais. Et ouais, merci Aurore. Merci. Et juste avant de démarrer, pour briser un petit peu la glace, même si j'ai l'impression qu'on est tous assez à l'aise là, mais vraiment pour faire un petit peu plus, comme vous savez peut-être, avec Lily, entre autres, on a aussi créé un jeu qui s'appelle l'Anti-Sava et qui a vraiment pour but de créer des connexions authentiques entre les gens. Et du coup, pour lancer, on aimerait bien, Anine et Sarah, vous poser une question qui est tirée des questions de l'Anti-Sava et qui est quelle serait une chose géniale qui pourrait t'arriver tout de suite et pourquoi l'apprécierais-tu? Tu veux commencer, Sarah? Non, mais je t'en prie, Aline. Bah écoute, faire quelque chose de génial, je vais faire le faillot, mais je la fais déjà. Je suis en train de débattre avec vous. Ah. 10 ans de métier. C'est pas facile de répondre après ça, mais je dirais d'être parachutée quelque part dans le monde où je n'ai pas de connexion Wi-Fi et où je suis obligée de voyager, explorer, me reconnecter un peu à moi-même sans le digital. Et pourquoi est-ce que vous apprécieriez ces deux choses-là? Moi, parce que je pense que j'ai besoin pour faire travailler en fait du coup, le cœur de mon projet entrepreneurial, c'est de créer du contenu. Donc, il faut être inspiré. Et je pense que pour être inspiré, parfois, il faut savoir sortir de son environnement
Et pour des raisons de budget d'entrepreneur, je me trouve toujours un truc à faire parce que bien sûr, on veut toujours faire plus. Bah, j'ai pas forcément pris le temps récemment de vagabonder un peu et j'aurais peut-être dû. Donc, je pense que ça m'apporterait beaucoup au niveau inspiration d'aller par ailleurs. Bah, moi, j'adore personnellement cet exercice-là qui est le débat, parce que je vais vous faire une petite confidence. Le débat, moi, c'est quelque chose qui un peu me dépasse et que je n'ai pas fait au moins depuis 10 ans. Moi, je me rappelle sur les bancs de la fac, le débat, on faisait des tables rondes et c'était des exercices. On était divisés en deux et on commençait, OK, à gauche, c'est les pour, à droite, c'est les contre, et après, on intervertissait. Et j'ai cette idée-là depuis ce temps-là que le débat est probablement l'activité humaine la plus improductive parce que ça part tout le temps sur la base de voilà, c'est rare dans un débat de pouvoir changer la vie de quelqu'un et on a souvent, dans 99% des cas, une posture qui est sur la défensive, qui est je veux convaincre les autres, je pars de telle réalité et je veux la démontrer aux autres. Mais ce que j'aime bien avec vous, c'est que vous avez et du coup, je suis en train de me réconcilier un peu avec cette discipline-là, c'est que c'est complètement dans la bienveillance et que c'est pas un débat tant sur les idées qu'il y a un débat d'échange d'expérience. Et pour moi, ça, c'est le plus important. C'est un avis, on s'en fout. Coluche disait un avis, c'est comme un, tout le monde en a. Vous cherchez sur Google pour trouver le vrai mot, mais c'est quelque chose de vrai. Et souvent, on est arrivé dans une société de spectateurs où on donne son avis sur tout, sur l'hôtel, sur les entreprises des autres, sur les réalisations des autres, et on devient spectateur. Et on passe à côté de sa vie parce que justement, quand on est perfectionniste, bah, le plus simple, c'est de rien faire et de juger ce que les autres font, ou alors d'être complètement dans une espèce de monde parallèle où on est juste dans le débat d'idées sans jamais passer à l'expérimentation. Et du coup, j'adore maintenant faire ça, mais un débat plus d'expérience et d'échange d'expérimentation pour pouvoir inspirer d'autres personnes à expérimenter également et échanger d'ailleurs avec eux sur leur expérimentation. Génial. Merci Anine. Et justement, ça transitionne bien. La première question, ça va être sur la définition, sur vous, en fait, pour vous, ce que c'est l'imperfection. Et avant ça, j'ai envie de faire une introduction avec Monsieur Theodore Roosevelt, tout de même, qui disait ce n'est pas l'avis du critique qui compte, celui qui va pointer l'homme dans l'arène, qui se bat, qui sue, qui met tout son sang, toute son énergie à combattre. Mais le crédit revient à cet homme qui est dans l'arène en train de combattre et qui a du sang, de la sueur partout, mais qui combat et qui passe à l'action. J'adore parce que j'ai pris tout le paragraphe dans mon livre et je l'ai pris en entier justement en introduction à une des parties où je traite de perfectionnisme. Et merci. Alors, qui veut commencer par donner sa définition du perfectionnisme en 1 minute 22? C'est précis. C'est pas du tout perfectionniste. Et je rajoute, je hack aussi un tout petit peu, Lily, et j'aimerais savoir si vous vous considérez comme perfectionniste ou pas. En complément. Coupable, mais sur tous les aspects. Sur tous les aspects, je me permets de commencer. La définition du perfectionnisme, c'est ça? Ta définition du perfectionnisme et si tu l'es. Oui, je le suis, je suis en guérison et je le suis, t'en parlais tout à l'heure, Aurore, je le suis dans tous les aspects. C'est-à-dire que c'est insupportable. Si je veux faire du sport, c'est voilà. Mes semaines, ça ressemble à ça. Tout est chronométré à la tâche près, avec des choses près. Mais j'ai appris récemment justement à travailler là-dessus et je vais vous expliquer par la suite comment. Mais pour définir le perfectionnisme, c'est une maladie. C'est des gens dont je fais encore un peu partie qui ne voient que le noir ou le blanc et qui ne voient pas toutes les millions de nuances possibles entre ces deux éléments-là, c'est-à-dire soit être le numéro 1 mondial dans telle chose ou faire quelque chose de bien ou alors quelque chose qui me correspond, etc. Il y a vraiment cette notion-là à la fois de ne pas accepter les nuances et de voir soit je vais faire quelque chose
qui est extraordinaire. Et c'est d'autant plus quelque chose d'impossible que extraordinaire, c'est quelque chose de subjectif, le parfait. Et que c'est souvent, ça vient d'un manque de confiance en soi. Ça vient de, voilà, on recherche de l'approbation de l'extérieur. On recherche, voilà, d'atteindre. Moi, par exemple, enfin, j'avais cette problématique-là avec l'entrepreneuriat. Quand on me disait pas, quand on découvrait Goodbye Comfort Zone, quand on me disait pas c'est la chose la plus extraordinaire que j'ai découvert de ma vie, c'est le meilleur compte Instagram, bah pour moi, c'était un échec. Et du coup, bah, je l'ai eu que 5 ou 6 fois. Donc, t'imagines un peu la problématique, la vraie problématique que ça pose et qui vient d'une vraie problématique d'estime de soi et de confiance en soi. Merci. Anine, Sarah 1 minute 21. Je vais pas du tout chronométrer en fait. Moi non plus. Du coup, alors moi, je ne me considère pas du tout comme perfectionniste et je crois que globalement, j'aimerais bien l'être un peu plus parfois. Mais vraiment, du coup, là, on est sur un beau débat parce qu'on est un peu sur les opposés. Je ne suis pas spécialement perfectionniste et ça ne va pas en s'arrangeant. Ça ne va pas en s'arrangeant notamment dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle, puisque magie de l'entrepreneuriat, tout est un grand déséquilibre. Donc voilà. Concernant la définition du perfectionnisme, moi, ça me fait toujours penser aux clichés en fait, dans les entretiens de recrutement. Quand on cherche un job et qu'on nous demande nos qualités, nos défauts, il y a eu une grande mode sur le fait de dire « moi, je suis perfectionniste ». Et moi, je me dis toujours, par exemple, en tant que recruteur, mais quelqu'un me dit ça, je ne le recrute pas. Et pourtant, c'était le défaut à la mode qu'il fallait avoir. Enfin, on ne sait pas trop si c'est une qualité ou un défaut. D'ailleurs, certaines personnes vont le mettre dans une qualité et d'autres dans un défaut. Donc, c'est encore ultra subjectif. Mais du coup, pour moi, le perfectionnisme, c'est quand même le fait d'être toujours dans la recherche du détail, de la petite bête. Et je pense que c'est subjectif, mais je pense que ça aide pas forcément dans la vie à avancer. À la fois parce que c'est forcément très chronophage, parce que forcément, si tu te concentres toujours sur la petite bête, sur rendre les choses encore plus parfaites qu'elles ne le sont déjà, globalement, tu ne vas pas passer à autre chose, tu ne vas pas être dans l'action et tu vas être toujours dans la réflexion, dans le remuage de cerveau de mais si je faisais comme ça plutôt. Donc pour moi, le perfectionnisme, c'est il y a un petit côté perte de temps et ennemi du passage à l'action. C'est vraiment toujours dans l'esprit fait est mieux que parfait. C'est une phrase à laquelle je crois énormément. Du coup, clairement, ouais, pour moi, le perfectionnisme, il y a peut-être un côté, je cherche la petite bête et du coup, parfois, il y a un petit côté, je m'égare et du coup, je reste un peu dans ma zone de confort avec mon perfectionnisme qui fait que je ne vais pas dans l'action. Et je reviens sur ce que tu disais, Anine, sur le côté confiance, en fait, que le perfectionnisme, ça peut dériver d'un manque de confiance en soi. Toi, Sarah, tu l'as déjà vécu, en fait, le perfectionnisme. Qu'est-ce qui te... En fait, sur les causes, en fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on part du perfectionnisme, qu'on y revient? Alors, pour le coup, ouais, ça résonne pas mal ce que dit Anine, parce que globalement, je peux avoir des pics de perfectionnisme dans la vie professionnelle quand je suis dans une situation d'inconfort, justement. Quand je suis dans une situation où j'ai l'impression que j'ai énormément de choses à prouver. On parle beaucoup du syndrome de la bonne élève, volontairement au féminin, parce qu'on a beaucoup, notamment en entreprise, ce syndrome chez une jeune femme qui démarre sa carrière, qui est de dire il faut que je fasse tout bien, que je rende des documents trop beaux, trop parfaits, etc. Parce qu'il y a un côté, voilà, comme ça, je prouve que je suis au maximum de moi-même, que je fais tout bien, parfaitement bien. Et ça m'est arrivé pas mal de fois, notamment dans ma vie de salariée. Et globalement, je me perdais beaucoup dans les détails parce que j'avais pas suffisamment confiance en moi, parce que j'étais un peu en syndrome d'imposture de façon injustifiée. Mais dans le perfectionnisme, il y a souvent ce côté-là, ce côté je veux faire tout parfaitement bien parce que je veux prouver que je suis capable de faire tout parfaitement bien. En fait, je suis pas capable de me faire suffisamment confiance pour me dire que juste faire les choses sera déjà bien assez, quoi.
C'était Tiffany qui disait, je rebondis sur ce que tu dis sur le côté typiquement féminin. C'était Ouais. Tiffany qui parlait de justement ce syndrome de la bonne élève, je pense, si c'était tes mots exacts. Et voilà, c'est une des tendances autour du perfectionnisme de dire que c'est quelque chose qui est pratiquement pas exclusivement féminin, mais sur lequel les femmes sont plus touchées. Toi, en tant Ouais. que perfectionniste touché et atteint, mais repentant, qu'est-ce que tu en penses, Anine? Est-ce que pour toi, c'est réservé aux femmes, le perfectionnisme? Non, c'est pas du tout réservé aux femmes, mais effectivement, je reconnais exactement le syndrome dont tu parlais de la bonne élève. Il y a où ça existe aussi chez les hommes et chez les jeunes diplômés de manière générale. Mais c'est quelque chose qui est totalement vrai. Et moi, je rajouterais, pour déjà commencer un peu à être sur un débat vers des axes de progrès, que le perfectionnisme, ça vient déjà du fait qu'on n'a pas des paramètres définis qui sont dans notre zone de contrôle. Donc, je parle tout le temps de sortir de sa zone de confort, et on peut penser justement qu'à chaque fois, le perfectionnisme, faire de son mieux, se dépasser, etc., que c'est du perfectionnisme. Mais en fait, il y a une petite nuance. Rester dans sa zone de contrôle, c'est se donner des objectifs d'action qu'on peut contrôler et qui sont atteignables. Typiquement, mon objectif ou mon rêve ou ma résolution, c'est de perdre X kilos en 12 mois et de me remettre en forme. Et ben, un objectif qui est dans sa zone de contrôle, c'est de faire du sport en s'amusant 3 fois par semaine, pendant 1 heure éventuellement. Comme ça, dès que c'est fait, on coche la case. Le perfectionnisme, ça commence à venir aussi avec les résultats. Et les résultats, souvent, on a une grande partie des résultats qui est complètement incontrôlable. C'est-à-dire, il y a des aléas de la vie, il y a des choses, il y a des imprévus. Un perfectionniste va penser que partir d'un point A à un point B, ça va être comme ça, un chemin tout droit, ce qui est jamais vrai en fait. Et ça, c'est vraiment une grosse problématique de nos sociétés modernes, et notamment de tout ce milieu de développement personnel et professionnel, où globalement le discours, c'est voilà, enfin, suivez telle formation, tel séminaire, et ça va vous permettre de ne pas faire toutes les erreurs de débutant. Mais en fait, c'est obligé de faire des erreurs. Alors, si Ouais. ce n'est pas celle du débutant, on va en faire d'autres. Il y a toujours des erreurs, on apprend en faisant ses erreurs. On est chacun différent. Et chercher constamment un perfectionnisme va chercher le chemin magique où il ne va faire aucune erreur. Imaginez à quel point c'est ridicule si on avait demain un boxeur qui monte sur un ring et dès que son adversaire va le toucher, il va se coucher en disant bon bah j'ai perdu le combat. Bah non, en fait, tu vas te prendre des coups, tu as appris à les encaisser, tu as appris à tenir pendant plusieurs rounds, à rendre des coups, etc. Bon, c'est un peu imagé avec un sport un peu de combat, mais c'est valable aussi dans la vie, avec les aléas, avec les critiques d'autrui, on ne peut pas les contrôler, et de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler justement. Et comme tu le disais, avec ce syndrome-là de tout le temps donner le, le maximum de soi, oui, mais dans quelle proportion et avec quels critères? Et il y a un débat qui est en train de se faire dans le chat en parallèle, donc je raccroche un peu les wagons en fait autour de. C'était Tiffen qui partageait, ouais, c'est ça, qui partageait autour du kintsugi, qui est l'art de rendre visible des imperfections, qui est un art japonais à la base, qui était de dire par exemple, quand une boîte était cassée, quand un objet était cassé, au lieu de laisser ça casser d'un côté, on va le réparer avec de la peinture, un mélange de peinture et de glu qui rend quelque chose de doré. C'est quelque chose qui est vraiment magnifique. Et ça m'y a fait penser en fait quand tu disais, Anine, quand tu parlais du boxeur, parce que le boxeur, il montre qu'il échoue, il ne peut pas montrer autrement parce qu'il est filmé, il a son public, même si c'est juste sa mère et sa sœur, il doit montrer qu'il échoue. Est-ce que vous montrez que vous échouez? Est-ce que vous êtes, ou est-ce que vous gardez est-ce qu'il faut garder ses imperfections pour soi-même? Moi, du coup, globalement, c'est presque mon fonds de commerce, en fait, de montrer mes échecs. Donc, pour ceux qui, enfin, je sais pas s'il y a des gens qui nous ont rejoints, mais en gros, j'ai lancé une newsletter sur l'entrepreneuriat, et dedans, maintenant, j'ai écrit beaucoup de newsletters moi-même, et maintenant, j'invite d'autres entrepreneurs à
venir parler exactement des galères de l'entrepreneuriat, des apprentissages. Je pense qu'il n'y a pas une newsletter où il n'est pas écrit le mot apprentissage. Et du coup, en fait, clairement, pourquoi j'ai commencé à parler de toutes mes erreurs alors que moi-même, j'avais écouté plein de podcasts avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, je me suis dit, trop cool, j'ai le kit de l'entrepreneur qui ne fait pas d'erreur sous le bras. Ça revient complètement à ce que disait Anine. C'est cool, en fait. Je savais quelles étaient les erreurs à ne pas faire. On peut être tranquille, je les ai toutes faites. Et même, je suis certaine que les lecteurs de la vraie dose, ils disent, ah oui, Sarah, elle a fait telle erreur, mais c'est sûr qu'elles seront refaites aussi. Mais en fait, tout ça, ça fait partie du chemin, du cheminement. Et moi, si je parle de mes erreurs, pour le coup, c'est même pas pour dire regardez, il m'est arrivé ça, voilà, j'ai eu un problème en m'associant avec une cofondatrice, j'ai passé trop de temps à faire ceci, trop de temps à faire cela. C'est pas parce que j'imagine que les gens, ça va les aider concrètement en termes d'astuces, parce que j'y crois pas spécialement. Je pense qu'on a vraiment besoin pour le coup de tomber pour apprendre. Tomber, on n'est pas forcément obligé de se jeter toujours en dehors de sa zone de confort violemment, mais clairement, c'est en tombant qu'on apprend. En revanche, moi, si j'en parle, en fait, c'est pour le côté déculpabilisation, pour le côté, mais c'est OK, tu as le droit de faire des erreurs et c'est même plus que OK, c'est génial. En fait, c'est ce qui fait que tu vas devenir un super entrepreneur. Donc, du coup, moi, j'aurais tendance à dire, à titre personnel, que j'aime parler de mes imperfections. En revanche, j'ai beaucoup d'empathie vis-à-vis du fait que tout le monde n'a pas envie du tout d'en parler. Chacun son cheminement. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui trouvent ça inutile, voire contre-productif de parler de ces imperfections. Complètement. Je peux me faire l'avocat du diable et me dire qu'il ne faudrait pas en parler. On pourrait ne pas avoir envie d'en Anine, parler. tu te fais l'avocat du diable ou pas? À moitié, parce que je parle aussi de mes imperfections, mais j'ai appris récemment, en fait, quand je relisais avec recul les centaines d'articles que j'avais écrits durant l'année des 365 défis, effectivement, enfin, je parlais surtout des difficultés, je parlais des découvertes, des succès, etc. Mais c'était tout le temps sur un ton qui était, voilà, reste à ta place, tu vois, genre, te prends pas pour ce que tu n'es pas, etc., de peur des critiques. Et une des facettes aussi du perfectionniste, c'est qu'il fête jamais assez ses succès. Il fête jamais ses… Mais il y a des choses qui sont incroyables et que je vis avec des gens qui sont au-dessus de moi, qui sont des mentors et qui ont cette problématique-là où, voilà, enfin, faire la une d'un magazine, pour eux, c'est blasé, oui, mais dans l'article, il a mal parlé de ce que je faisais, etc. Alors que, enfin, moi, le jour où j'ai signé avec un éditeur pour sortir un bouquin, je fais encore la fête. Enfin, c'est quelque chose où je me dis, enfin, voilà, enfin, ton grand-père sait même pas lire et écrire, et maintenant tu fais partie de ce 0,01% de la population mondiale qui écrit un livre et qui est publié et qui va rester. Et effectivement, c'est bien de parler de ces imperfections pour humaniser et pour, même ça sert de thérapie, ça sert voilà, de montrer aux gens aussi effectivement que c'est pas le but, c'est pas un chemin et ça c'est hyper drôle. Petite parenthèse, moi je fais des conférences, j'en ai fait plus de 50. Là en moins de 2 ans, j'ai fait 3 conférences TEDx, j'ai fait des conférences devant plus de 1000 personnes dans des théâtres. Et il y a 10 ans, j'étais timide, maladif au point voilà, la première fois que je devais monter sur scène, c'était juste l'amphithéâtre avec des étudiants quand j'étais étudiant. J'ai vomi, j'étais pas bien, etc. Et tout ça, à l'époque, j'en parlais pas. Tu vois, je me suis enfermé dans les toilettes. Je parle dans moi, c'était des idées un peu noires. À coup, j'étais tellement timide que je ne comprenais pas comment les dynamiques sociales fonctionnaient et que ça créait une vraie frustration chez moi. Et souvent, quand les gens te récupèrent en chemin, ils se disent toujours que oui, mais lui, j'y ai le droit quasiment tous les jours. Oui, mais toi, c'est facile pour toi. T'aimes bien sortir ta zone de confort. T'aimes bien, voilà, t'es sûr de toi, t'adores la scène. Et en fait, tu deviens une meilleure personne en apprenant avec tes erreurs et petit à petit. Et c'est cet exemple-là que je donne souvent, c'est on va dans la salle de sport, ok, il y a des personnes qui arrivent à faire des mouvements, des pompes pendant 100 fois d'affilée, qui arrivent à soulever des poids de 200 kilos, mais le jour où tu arrives, tu commences avec une barre vide, puis tu mets 10 kilos, puis tu mets 15, etc. Et c'est exactement pareil dans tous les aspects de la vie. Et le perfectionnisme, il voit jamais cet aspect-là.
J'en parle comme si c'était quelqu'un, mais enfin, je parle du parfait. Parce que pour conclure, ce que tu disais, Sarah, c'est exactement pareil. J'ai lu pendant 10 ans plus de 300 livres de développement personnel, de choses, je pouvais faire des débats alors que j'avais jamais fait rien. J'avais pas monté de boîte dans ma vie et je conseillais des potes qui avaient monté leur boîte en disant oui, mais là tu te perds sur un logo, faut pas que tu fasses ça et tout. Une fois que tu es dedans, en fait, c'est comme essayer d'expliquer. Si les conseils, voilà, on le sait tous, va expliquer à quelqu'un qui fume, ah bah, tu vas voir le concert. Il le sait. C'est pas ça, en fait. On est des êtres humains et la psychologie et le mental est quelque chose de plus grand que nous et c'est un adversaire avec lequel on, on est en lutte et on est en apprentissage permanent. Alors, il y a deux questions. Il y a une question que pose Alexis qui est voilà, si l'imperfection, c'est l'état d'une chose imparfaite et inachevée, est-ce que l'imperfection, c'est pas le cheminement logique de quelque chose, en fait, un stade de l'évolution? Est-ce qu'à un moment, dans le stade d'évolution de quelque chose, il y a forcément un stade imparfait? Moi, je pense que c'est plutôt un état d'esprit. L'imperfection, c'est un peu comme le bonheur. En fait, c'est pas une destination, c'est pas quelque chose à laquelle on va arriver. Et c'est comme, je vais encore donner l'exemple du sport, mais on arrête de s'entraîner pour la course à pied. Moi, par exemple, ça fait 1 an que j'ai pas couru. Et bien, tu perds, c'est normal. La méditation, pareil, j'ai repris récemment depuis le début d'année. On perd et plein de choses comme ça. Enfin, et le perfectionnisme, c'est vraiment travailler sur la capacité d'apprendre à accepter son imperfectionnisme et être productif sans se torturer, etc. C'est quelque chose qui vient avec des petits réflexes et un petit état d'esprit qu'on va cultiver chaque jour, en fait, quitte à se répéter via des affirmations positives. C'est quelque chose qui marche. Voilà, c'est juste le noter, par exemple, en grand. Moi, j'avais un post-it qui était sur mon tableau là, que j'ai retiré il y a quelques semaines, mais c'était imperfectionnisme. C'était écrit en grand parce qu'à chaque fois sur ce tableau-là que j'écrivais des tâches, bah, j'étais frustré. Je commençais chaque semaine avec la moitié des tâches de la semaine d'avant que je n'avais pas réussi à terminer à temps, tellement j'étais exigeant vis-à-vis de moi. C'est vraiment un état d'esprit qui se cultive. Et pour toi, Sarah, sur la même question, est-ce que l'imperfection, c'est un stade logique? Et qui dit stade d'évolution, c'est que c'est un état qui est temporaire. Bonjour, le chien. C'est là. Dis-moi, c'est son avis sur la question. Coucou. Pour moi, en fait, je pense que l'imperfection n'est pas forcément un stade, en fait. Enfin, parce que dans l'idée de l'imperfection comme stade, il y aurait une suite logique avec au bout du tunnel la perfection. Et c'est une conviction personnelle, mais je pense que en fait, ça dépend ce qu'on appelle perfection, mais forcément, tout est imparfait, même si, par exemple, je ne sais pas si on prend l'exemple, on fait un gâteau, j'en sais rien, on est pâtissier, on a beau l'avoir fait 500 000 fois, évidemment qu'on progresse dans l'imperfection. L'imperfection n'est pas du tout incompatible avec l'idée de progrès, mais à la fois, il peut se passer pour X raisons, parce que juste la vie, c'est la vie, il peut se passer que la 150e fois, alors que tout a été parfait jusqu'alors, on revienne à un gâteau complètement imparfait, à un moment qui a raté, etc. Et je pense que l'imperfection, c'est pas vraiment un stade, c'est plus une réalité, en fait. Une réalité qui est là continuellement, mais qu'il ne faut pas voir négativement, en fait. Et en fait, quelle part de responsabilité est-ce qu'on a dans le côté perfectionniste? Parce que ce qui était dit à un moment dans le chat, c'était le côté, oui, mais c'est l'éducation qui nous pousse à être perfectionniste. Moi, ce que je peux lire de temps en temps dans les bouquins de perfectionnel, c'est de développement personnel, ceux qui sont un peu plus extrêmes sur le côté autodétermination, c'est en fait, c'est de notre faute si on est perfectionniste et c'est à nous de nous reconditionner et de nous mettre dans un autre moule. Vous en pensez quoi, vous? Quelle est notre part de responsabilité et à quel point on est responsable d'être malade? Ouais, pardon, Lisa. Battez-vous. J'ai vu sur le chat les petits fans qui parlaient du système scolaire, etc. Et je trouve ça hyper pertinent. Mais je pense surtout pour avoir eu la chance de faire un bout de mes études aux États-Unis, il y a vraiment une partie, il y a vraiment un truc dans l'éducation à la française qui est quand même très mathématique, perfectionniste. Le fait qu'on donne des notes avec un ratio de 0 à 20, ça donne une impression de finitude en fait. Ça donne l'impression
qu'il y a forcément, ça reviendrait à l'idée dont on se parlait tout à l'heure de stade jusqu'à la perfection, alors qu'inversement, tu vas avoir des lettres aux États-Unis, on va être vachement plus dans le débat. Là où en France, on est bien sage, on en revient au syndrome du bon élève ou de la bonne élève, où on est bien sagement assis, on attend qu'on nous donne la parole bien poliment, bien parfaitement. Aux États-Unis, tu vas prendre la parole assez librement, etc. Et du coup, donc, je pense qu'il y a quand même un truc dans l'éducation qui fait que tant que c'est pas parfait, c'est pas bien. Surtout dans l'éducation à la française. Après, je suis assez d'accord quand même sur le fond, c'est-à-dire que oui, on est perfectionniste, mais moi je ne crois pas du tout, mais ce n'est pas que ça ne se limite pas qu'au perfectionnisme, mais je crois de moins en moins, notamment parce que je me nourris vraiment de livres de développement personnel, etc., et de podcasts, et que ça me sauve beaucoup mentalement, clairement. Je crois de moins en moins aux phrases « je suis quelque chose »,« je suis machin »,« je suis perfectionniste »,« je suis timide »,« je ne suis pas timide »,« je ne suis pas perfectionniste ». En fait, on a l'impression que c'est planté dans le marbre. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas globalement. On peut tous progresser. Donc, je pense que même si, bien sûr, qu'il y a l'éducation, il y a une personnalité de départ, il y a aussi la personnalité, l'éducation qui est donnée par la famille, les parents, etc. Il y a plein de choses dans notre histoire qui font qu'on peut être perfectionniste. Si t'es le vilain petit canard de ta famille, qu'on t'attend au tournant sur tout ce que tu fais, tu vas être très perfectionniste naturellement parce qu'on en revient à ce syndrome de l'imposteur, etc. Mais je pense qu'on peut aussi sortir de ça au bout d'un moment, du je suis, en se disant je suis juste moi, ok, mais je suis pas une liste de traits de caractère en fait, et j'ai le droit à n'importe quel moment de faire bouger les choses, toujours pas à pas. Moi, j'y crois beaucoup à la théorie des petits pas, mais que ce soit sur le perfectionnisme ou sur Aline qui parlait de la timidité, je trouvais ça ultra pertinent aussi d'en parler parce que ça fait, ça revient à toute l'idée de on doit être l'être humain parfait qui n'a que des qualités et pas de défauts, etc. Je pense que quand même, on a le droit de se dire qu'à un moment donné, on peut briser les chaînes quoi, et se sortir de tout un carcan en fait. Même si l'éducation de départ, surtout en France, c'est pas facile, ça c'est clair. Et j'ai 2 ajouts à ce que tu dis qui viennent de Tiffany qui dit « On est tous des diamants avec de multiples facettes qui peuvent évoluer au fil de la vie ». De Julie qui dit que la différence fait la richesse et qu'elle a mis 25 ans à le comprendre. Et moi, je rajouterais sur ce que tu disais sur le côté l'identification du soi, en fait, à une identité. Il y a un bouquin de Serge Merky qui est vraiment génial là-dessus, qui s'appelle « Le jour où je me suis aimée pour de vrai », qui est un roman, en fait, qui parle de l'ego et des petites voix dans nos têtes, en fait, qui sont égomanes, où on s'identifie à des personnages alors qu'il suffit parfois juste de revenir à soi, de revenir à la présence pour être, au lieu de penser à qui on veut être. Et on a le droit, en fait, de s'autoriser à progresser. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que les gens qui… je dis ça en ayant été cette personne. Par exemple, j'ai été comme toi, Annie, très, très longtemps, mais timide de façon… Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent timides par le passé. D'ailleurs, c'est un truc à creuser aussi. Je me suis sentie timide pendant des années et je me disais juste, bon, bah voilà, je suis timide. Les autres gens, ils ont gagné à la loterie génétique, c'est trop cool. Et en fait, pour le perfectionnisme, c'est pareil. C'est bon, bah voilà, je me sens obligée de tout faire bien. Bon, bah voilà. Et en fait, on a le droit de s'autoriser à progresser. La différence et la métaphore du diamant, elles sont tellement pertinentes. C'est clairement, on a le droit de s'autoriser à progresser, on a le droit d'avoir envie de changer un peu. C'est pas un désaveu de sa personnalité que de vouloir faire un peu des progrès sur des traits de caractère. Et ça, c'est un point qui est hyper important, et d'autant plus que moi, je l'ai vécu. J'ai vécu cette transition-là où j'ai arrêté de me dire t'es timide, etc. Et j'étais complètement convaincu de ça, c'est-à-dire d'arrêter de se mettre dans des cases. Sauf que quand tu es perfectionniste, c'est beaucoup mieux perçu par la société. Oui. Et du coup, jusqu'à récemment, je redisais, oui, mais pour moi, c'est soit noir, soit blanc. Pour moi, je suis un perfectionniste, etc. Et ça touchait tous les domaines de ma vie, que ce soit dans le couple, etc. Moi, des couples jusqu'à récemment, j'avais eu que des relations qui étaient très courtes et c'était souvent moi qui mettais un terme dès qu'il y avait le moindre défaut ou la moindre crise, etc. C'était vraiment pathologique et c'était positivement perçu, que ce soit dans le milieu du travail, milieu personnel, etc., comme quelqu'un d'exigeant. C'est un peu comme ce qui m'arrivait encore il y a quelques semaines, c'est le fait de travailler beaucoup, c'est-à-dire 7 jours sur 7, 12, 14 heures, 15 heures par semaine. Quand tu racontes ça aux gens, ils sont en admiration. Alors que
Là, je souffle un peu plus, je fais du 8-9 heures, j'essaie de lâcher au moins un jour par semaine. Et encore parce que là, je suis dans une période de lancement et j'ai plein d'activités. Mais c'est tellement récompensé par la société, même si tu fais zéro chiffre d'affaires, même si tu fais pas grand-chose, le fait que tu travailles tout le temps, le fait que tu es exigeant et perfectionniste, bah, en fait, on s'en fout du résultat final. Juste le fait que tu le sois et que tu le dises, bah, tu es quelque part un peu récompensé de manière un peu perverse, récompensé socialement pour ça. Ah bah lui, c'est un perfectionniste. Ah bah lui. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis il y a le côté d'une boucle qui s'auto-entretient aussi. C'était une des questions, mais qui a dérivé sur autre chose. C'est le côté quand on nous dit qu'on est perfectionniste ou au contraire qu'on est connu pour quelqu'un qui est de rigueur, qui fait bien les choses, qui va jusqu'au bout. Bah, c'est le syndrome du bon élève qui se multiplie. Elle se dit ah mais en fait si on sait que je fais bien les choses, si je commence à mal faire les choses, à faire moins bien, on va moins m'aimer et après ça part en burn-out quoi. Complètement. Il y a juste une petite précision à faire parce que bien faire les choses, c'est pas du tout le perfectionnisme. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais juste pour rebondir sur ce point-là, qui est un point hyper important. Souvent, on pense que voilà, soit je vais faire de manière complètement détachée ou de manière moins sérieuse ou moins performante, entre parenthèses, les choses, mais c'est pas du tout ça en fait, être un perfectionniste ou être dans l'imperfection. Quelqu'un de perfectionniste, c'est déjà quelqu'un qui cherche quelque chose par définition qui n'existe pas. C'est-à-dire c'est une quête qui est irraisonnable, qui est illusoire et qui n'existe pas. C'est-à-dire, par exemple, vouloir, c'est comme quelqu'un qui sait, il fait, écoute, ok, je viens de me chronométrer sur le 100 mètres, je le fais en 13 secondes. Bah, du coup, le marathon, je vais le faire, ok, je multiplie les 100 mètres par les 42 kilomètres et j'ai mon temps que je dois faire. Ça, tu prends pas en question les réalités de ton corps, etc. Et plein de choses qui sont irrationnelles. Cependant, de dire je vais faire de mon mieux, c'est-à-dire voilà, et se détacher justement de cette question de résultat qui est nécessaire, mais que j'aime bien, moi avec les gens avec qui j'accompagne, j'aime bien détacher les résultats, on commence par les définir, puis ça devient quelque chose comme des rêves, et on se concentre sur des objectifs qui sont des objectifs qui sont dans sa zone de contrôle, c'est-à-dire faire ça, etc. Et rajouter des éléments de gamification pour s'amuser en les faisant, mieux se connaître et surtout, il faut arrêter d'être dans cette phase-là qui est la phase, je pense, qui détermine le plus les perfectionnistes. C'est une fois qu'on a défini un objectif, on ne peut plus y toucher. Alors que ce n'est pas du tout vrai. En fait, tu peux commencer, le revoir à la baisse, le revoir à la hausse et c'est un réajustement, complètement le changer. C'est-à-dire, voilà, tu as travaillé sur quelque chose et bah, tu te rends compte, moi, ça m'est arrivé de penser aimer quelque chose et de la commencer, enfin, ne serait-ce que par exemple les maths, la physique, etc. J'étais très bon au lycée. J'ai commencé à faire une prépa d'ingénieur, j'ai détesté ça. J'ai arrêté au bout de quelques semaines pour me réorienter le semestre suivant. Voilà, c'était une catastrophe dans la famille. C'est voilà, t'es bon pour ça, pourquoi tu le fais pas parce que j'aime pas et j'ai le droit de changer et que c'est pas forcément un échec et que c'est pas forcément d'être voilà. Mais le perfectionnisme, c'est voilà, c'est ok, je veux être milliardaire à 50 ans et alors que l'objectif, bah, c'est pas forcément d'être milliardaire et que c'est même pas forcément ton objectif, c'est d'être heureux, c'est ce qu'on cherche tous et que justement c'est un chemin qu'on apprend à déchiffrer son propre code du bonheur, de l'épanouissement. Et ça, je trouve ça refait vachement bien le lien avec ce que vous Alexis. disiez au début sur… Désolée Lily, je te hack. Vas-y, hack, on se hack. Ouais, mais c'était juste pour faire la boucle et boucler un peu dans un certain sens parce qu'au début, on parlait de, en fait, on manque de confiance en soi, on a besoin de prouver aux autres. Et là, je trouve que Anine, ce que tu dis avec Sarah aussi, c'est super intéressant parce qu'il faut décorréler, en fait, les attentes des autres et les attentes de la société, arriver à savoir toi ce que tu veux vraiment, ce qui est important pour toi et pas vouloir prouver à tout prix aux autres sur leur cadre de référence à eux c'est quoi le succès, etc. Si ta vision elle est différente, elle peut tout à fait coexister avec quelqu'un qui a une vision autre et c'est pas grave en fait. Et je pense dans un certain sens, en étant plus présent, en se connaissant mieux, tu sais toi où tu veux aller, c'est peut-être différent des autres et c'est pas grave. Et tu connais ta valeur et t'as moins besoin peut-être de prouver tout à tout le monde selon leurs critères et plus les tiens.
Exactement. Et c'est un point hyper important. C'est-à-dire, pour sortir du perfectionnisme, il faut des critères pour les atteindre. Et ces critères-là, voilà, il faut que ça soit quelque chose qu'on peut cocher dans une case. Quand on joue à un jeu, imaginez, vous êtes en plein dans un jeu, vous ne comprenez pas les règles, vous n'arrivez pas à savoir comment on gagne, etc. en faisant les actions. Ce n'est pas un jeu, c'est quelque chose de frustrant et on va le jeter, on ne va pas y jouer. Et les objectifs, la vie, etc., c'est à peu près pareil. On tombe souvent sur cette notion, on a plein de paramètres qui sont aléatoires, qu'on appelle la chance, qu'on appelle les aléas de la vie, et on va se concentrer sur plein de choses. Par exemple, je veux avoir 5 publications dans les magazines pour mon entreprise, etc. Ça, tu peux, autant tu peux faire 1000 journalistes et pas l'atteindre, autant tu peux en faire 5 et les atteindre. Et ça crée cette frustration-là, ce perfectionnisme-là. Et le perfectionnisme, ça, encore une fois, là, je pense qu'on parle vraiment de 5% d'une minorité de perfectionnisme. Parce que le vrai, il conduit à une seule et unique chose, c'est l'inaction. On est tellement perfectionniste qu'on finit par ne plus rien faire en fait. Parce qu'on n'accepte pas de faire les choses. Le vrai échec, c'est l'action en fait. C'est pas l'échec, c'est pas d'avoir des noms, c'est pas d'avoir des imprévus, c'est pas de rater des contrats, de rater des relations, de rater des choses et de se tromper. Non, c'est quand on arrête une fois pour tout et qu'on fait plus rien et qu'on est dans une certaine notion de spectateur qui fait que philosopher, qui fait que voilà, que penser, que préparer. Enfin, j'ai des amis qui sont des amis, des connaissances, ça fait des années qui sont en train de préparer leur start-up. Et je suis sûr qu'ils ne se lanceront jamais parce que voilà, ils sont dans une équation qui n'existe pas. Et je cherche l'idée parfaite avec l'exécution parfaite. Et avant de me lancer, je veux mettre tout ça pour papier et j'attends le moment parfait d'être prêt. Et tout ça, en fait, c'est des choses qui n'existent pas. Ce ne sera jamais parfait. C'est un entrepreneur ou un challenger, comme j'aime bien dire, appeler les gens de la communauté. C'est quelqu'un qui va sauter de la falaise et qui va devoir construire son avion pendant la chute. Oui. Bon, petit astérix, en bas, il y a de l'eau, au cas où, qu'il n'y ait pas des gens qui sautent en disant Anine, il nous a dit de sauter de la falaise. Merci. On va prendre les questions des participants parce que là, leur file à une vitesse impressionnante. On vous laisse la parole et vous inquiétez pas, si jamais il n'y a pas de questions, nous on en a plein. Une fois. Moi, j'avais une question parce qu'on a parlé beaucoup d'intrapreneuriat. Je n'ai pas entendu depuis, mais je suis arrivé un peu en retard. Est-ce que vous avez parlé du côté un peu collaboratif? Alors, on l'a évoqué avec la bienveillance, mais c'est quand même des tendances qui sont en train, enfin, je pense, qui sont en train d'évoluer, notamment avec les nouvelles organisations où il y a un peu plus ce côté création en groupe, quoi, où on accepte que chacun apporte un élément. En tout cas, c'est une tendance que moi j'ai trouvée depuis les 2-3 dernières années qui commençait à grandir. On n'en a pas parlé, salut Romain. On n'en a pas parlé spécialement, mais pour moi, c'est une question qui est annexe parce que même dans un groupe, je te promets que le perfectionnisme et les perfectionnistes, c'est des choses qui se voient. C'est l'exemple typique. Ok, tu as un groupe, c'est des collaborateurs, il y en a qui sont hyper perfectionnistes, ils auront tendance à prendre la couverture vers eux, à refaire le travail des autres, à ne pas accepter à déléguer. Et effectivement, tu en parlais tout à l'heure, Sarah, sur le fait, non, c'était Or qui en avait parlé, sur le fait d'accepter son perfectionnisme, enfin, son imperfection, ça revenait aussi à accepter l'imperfection chez les autres et à déterminer des critères où parfois, on voit par exemple typiquement, c'est chez les graphistes, ça, il n'y a pas pire. Un graphiste ou un designer qui est perfectionniste, ça vire un peu vraiment à de l'art, sauf qu'on est sur une équation qui est complètement différente, qui est on a des temps, on a des livrables, on a des clients, on a des choses qu'on doit prouver. Mais pour moi, ça ne résout absolument pas l'équation parce que l'équation se situe bien à fait. La sienne, On va passer à la question suivante. On en a deux qui arrivent. Il y en a une pour Sarah qui était est-ce que le fait d'échanger sur l'imperfection, tes imperfections, qu'est-ce que ça change en fait dans ton quotidien en perso et pro? Alors, dans mon quotidien perso,
J'ai jamais, j'avoue que par exemple, depuis toujours, j'ai été vachement dans la confidence avec mes amis. J'ai jamais voulu vraiment dépeindre un portrait parfait de ma vie. Et clairement, je connais des gens pour qui c'est le contraire. Et souvent, ce sont des gens qui, du coup, n'arrivent pas à trouver forcément, ouais, sont dans un blocage permanent. Je pense que dans ma vie perso, ça m'aide à me déculpabiliser, ça m'aide en fait, à me rendre compte que je ne suis pas la seule personne à avoir un quotidien imparfait. Ça m'aide à réaliser. Enfin, je trouve qu'on est toujours dans des constructions mentales où on a l'impression d'être une quiche par rapport au commun des mortels, alors qu'en fait, globalement, on est juste comme tout le monde avec une personnalité différente. On en revient à la richesse de la différence, mais clairement, dans le pro, j'ai fait ça depuis toujours, et dans le perso, pardon. Et dans le pro, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs en fait parce que maintenant ça fait vraiment partie du cœur de la vraie dose. Et vraiment le fait d'ouvrir le débat sur l'imperfection, sur mes imperfections, ça fait du bien à tout le monde. C'est-à-dire que ça fait du bien aux personnes qui sont face à moi, qui n'ont peut-être pas forcément la même appétence de départ à parler de leurs imperfections. Ça ouvre le débat et ça détend tout le monde. Et du coup, ça permet de se rendre compte à quel point, typiquement dans mon cas, dans l'entrepreneuriat rose poudré, l'entrepreneur parfait, qui est au taquet de 6 heures du matin à minuit avec toujours la même ambition et les mêmes convictions, ça n'existe pas. Qu'on a le droit d'être un peu en galère psychologique et logistique. Et donc, je trouve que vraiment, le fait d'avouer mes imperfections maintenant, ça m'aide énormément. Et maintenant, même, je mélange un peu le pro et le perso dans une moindre mesure, en parlant, par exemple, de mes imperfections personnelles et de leur impact sur ma vie professionnelle. Typiquement, je parle beaucoup maintenant dans la vraie dose de ma timidité, ce challenge de ma personnalité que j'ai dû affronter en tant qu'entrepreneur, parce que c'est pas facile au départ quand même d'être timide et entrepreneur. Et en fait, en parlant, déjà, je vais chercher un peu des astuces d'autres personnes en les remettant toujours à ma sauce, puisqu'on apprend par l'expérience, mais voilà. Et surtout, en parlant, je trouve que c'est déjà le début du travail qui s'opère, en fait. C'est que déjà, en parlant de ma timidité ou de, par exemple, mon hypersensibilité, qui est un peu moins un défaut à mes yeux, mais voilà, en parlant de tout ça, en parlant de mon imperfection, j'apprends à m'en accommoder et en voir les côtés positifs. Et réaliser par exemple, que par exemple, du fait de ma timidité, j'avais développé par exemple une bonne capacité d'écoute et d'empathie ou d'analyse parce que j'avais souvent été dans le silence et du coup, j'observais beaucoup les gens. Et en fait, le fait de se libérer sur les imperfections, d'ouvrir le débat, ça fait énormément de bien et ça apprend à aimer son imperfection, ses imperfections. Merci Sarah. Et on a Aurore qui rebondit en disant dans la vie personnelle, quand on va partager nos difficultés, on va se rendre compte que soit on idéalise les autres et que les autres idéalisent d'autres personnes et qu'en fait on est tous pareils. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans le défi imperfection. C'est juste ce côté mais en fait on est tous névrosés, on est tous imparfaits et ça fait juste beaucoup de bien de se rendre compte à un moment de notre humanité commune. Il y avait une question pour Anine qui était: est-ce que le fait d'être perfectionniste et du coup d'entrer dans un moule accepté par la société t'a rendu mieux, dans le sens aligné avec toi en tant que personne? Du tout en fait. En fait, quand on est face à soi-même, le perfectionnisme, c'est quelque chose qui est terrible en fait, parce que ça implique une frustration constante. Quand on n'arrive pas à atteindre cette vision parfaite, quand on n'arrive pas à voir ses réussites, parce qu'à chaque fois qu'on atteint un certain stade, il y a le stade d'après et on se compare à d'autres personnes qui sont au-dessus de nous, etc. Non, c'est quelque chose qui est vraiment très terrible et qui mène souvent, enfin, Tal Ben-Shahar, qui en parle très bien dans son livre. Enfin, l'un des symptômes les plus courants du perfectionnisme, c'est la dépression, c'est l'insatisfaction permanente. Non, c'est pas du tout quelque chose qui était bien vécu, même si voilà, enfin, même s'il y avait cette récompense sociale au jour le jour, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer. Et moi, ce qui m'a aidé pour un peu partir sur une deuxième partie, une note un peu plus passage à l'action, un peu plus comment vaincre l'imperfection, c'est par exemple typiquement un exercice qui est hyper simple et que vous devez connaître, qui est celui de la gratitude, qui est celui de, voilà, le cerveau humain, il est génial, il a une puissance qui est extraordinaire,
mais on peut très vite le faire bugger. Et avec le perfectionnisme, on le fait bugger en se concentrant que sur ce qui ne va pas, ce qui a amélioré, les personnes qui sont au-dessus de nous, l'étape d'après, etc. Et ben, on peut le faire bugger d'une autre manière qui est celle de la gratitude, celle de se concentrer sur ce qui va bien dans notre vie, les choses pour lesquelles on sent de la gratitude, les choses pour lesquelles on se sent le plus fier. Un des exercices les plus connus, c'est celui du bullet journal, qui est le fait de noter chaque jour, le soir ou le matin, 3 choses pour lesquelles on sent de la gratitude. Et pour quelqu'un comme moi, qui n'est pas du tout dans le monde de la bienveillance, des bisounours, etc., à la base, C'est nous. J'avais horreur de tout ce qui était un peu, selon moi à l'époque, perché, ce qui était un peu de la psychologie positive, etc. Et moi, j'étais plutôt voilà, dans des choses qui étaient très cartésiennes. Et bah, sortir de ma zone de confort, ça a impliqué surtout de enlever l'ego, enlever plein de choses, plein de choses préconçues, parce que souvent on pense que sortir de sa zone de confort, bah, c'est voilà, faire de l'escalade, c'est sauter en parachute, courir un marathon, etc. Bon, ça en fait partie, mais la plus grosse sortie de zone de confort, c'est de dépasser ses croyances limitantes et d'arrêter de juger des choses qu'on n'a jamais essayées et juste d'être dans l'expérimentation. C'est-à-dire, j'expérimente, je vois comment je me sens, je vois comment, et c'est valable pour tout, pour la nutrition, pour le sport, pour la vie professionnelle, pour la vie relationnelle, etc. Et moi, ça et la méditation, ça faisait partie, voilà, le chien est d'accord, ça faisait partie des choses qui ont complètement transformé ma vie et transformé notamment cet aspect-là de perfectionnisme où je me concentrais. Bah, t'imagines, tu te réveilles en disant, bah, merde, d'où je viens il y a 10 ans et maintenant je vis dans un appart avec où j'ai mon propre appart, mon propre espace. Alors, j'ai vécu pendant 7 ans dans une chambre de 9 mètres carrés. Dire merci pour les gens qui nous entourent, merci pour prier envers soi-même et envers les autres. Alors, la dernière question, pour qu'après on ait un temps d'atterrissage après ce débat, en une phrase, un petit challenge pour vous. En une phrase, comment... J'aurai jamais d'enfant, donc c'est pas une question pour moi. Non, je rigole. Moi, je dirais c'est le fait d'être fier de tes qualités et de tes défauts et de les assumer et de travailler dessus. J'ai fait une phrase mais avec beaucoup de et, tu vois, des virgules. Ça marche bien. Bah, moi, je dirais c'est de toujours faire. C'est point. C'est pas de faire de ton mieux, pas de toujours faire. Et toujours faire, ça implique plein de choses derrière. C'est quasiment, on parle souvent du pouvoir. Alors, juste petite parenthèse, ça ne va pas durer plus de 15 secondes, promis, mais du pouvoir de la loi de l'attraction. Mais il y a une loi qui est encore plus puissante, qui est la loi de l'action, qui est juste le fait d'essayer de penser aux moments qui ont marqué votre vie, comment vous avez rencontré votre copain, copine. Donc, ça part toujours d'une petite action. Je me suis assis là, j'ai parlé à telle personne, j'ai dit oui à telle sortie. Tout part de petites actions et le fait de faire, vous ne serez plus jamais la même personne au fur et à mesure que vous faites des choses. Et qui plus est des choses qui vous font sortir de votre zone de confort. Edith, je te laisse la parole pour l'atterrissage. Yes. Et déjà, tu parlais de gratitude. Anine, moi, j'en éprouve à donf là. Donc, je voulais vous le partager. Enfin, je suis trop contente déjà que vous deux, vous soyez venus et que vous ayez fait tous ces partages. Enfin, c'est super riche. Je suis trop contente. C'est trop bien. Non, mais c'était vraiment très intéressant. Alors déjà, merci. On n'est pas encore à la fin, mais merci d'avoir joué le jeu et d'être allé loin et d'avoir vraiment partagé en sincérité, en authenticité vos avis et vos expériences. Donc, c'est trop génial. Merci aux participants aussi qui ont vachement interagi, mis des questions, des ressources et tout. Donc, c'est top. Et du coup, pour cette clôture-là, on peut... ce qui peut être sympa, c'est que Anine et Sarah, vous nous partagiez un petit peu votre ressenti, là, votre opinion
Vas-y Lily, hack-moi, je vois quelque chose. Euh, Oui, par les et participants. qu'on le fasse avec les participants aussi, en fait, qu'on fasse un global. Yes, on peut commencer par Anine et Sarah et du coup on peut le faire carrément global pour voir un peu comment vous avez vécu ça en 3 points pour être non plus pas trop long. Ce que vous avez aimé, si vous voulez bien le partager, ce que vous avez appris et du coup si vous allez mettre en action des choses par rapport à ce thème-là de l'imperfection. Donc aimer, appris et mettre en action. Yes. Moi, j'ai aimé faire ce déploiement et l'expérimentation en fond, donc j'ai adoré. Ce que je vais mettre en action, j'ai déjà commencé en fait. J'ai commencé à relire il y a 2 jours, je suis à la moitié, le livre L'apprentissage de l'imperfection. Mais avec voilà, un livre comme ça peut se relire plusieurs fois parce qu'on a plusieurs plans de lecture et surtout relire un livre en l'appliquant, en mettant en place un plan d'action, ça c'est quelque chose d'hyper important. Et ce que je vais mettre en action, c'est justement, j'en parlais et en parlant, ça a fait tilt dans mon cerveau que je ne le faisais pas autant que ça récemment. C'est le fait de mettre des critères un peu plus clairs et qui sont dans ma zone de contrôle sur mon activité personnelle et professionnelle, c'est-à-dire voilà, des objectifs qui sont clairement identifiables et qui sont complètement dans ma zone de contrôle parce que moi, j'ai en ce moment les problématiques d'avoir des gens qui travaillent dans mes équipes, d'avoir des freelances qui travaillent avec moi. Et forcément, voilà, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ne sont pas forcément euh, productifs comme on s'y attend. Il y a aussi des gens malhonnêtes, ça peut arriver. Et du coup, ça crée des frustrations, ça crée des choses où on n'est pas content de soi, alors que c'est des choses qui ne dépendent pas de soi et c'est des choses qui sont extérieures. Donc, je vais voir comment je peux orienter mes objectifs tout en ayant d'autres résultats auxquels je m'attends. Merci Anine. Sarah, tu veux nous partager ? Oui, tout à fait. Alors, ce que j'ai aimé, c'est tout simplement que pour la petite histoire, je n'ai pas passé une très bonne journée parce que je ne sais pas pourquoi, mal-être venu d'ailleurs, je me suis dit, je n'ai pas passé une très bonne journée. Et juste avant le débat, je me suis dit, j'avoue, je vais le dire publiquement, oh là là, Anine, il a l'air tellement intelligent, moi je suis à côté de la plaque, etc. Syndrome de l'imposteur. Et en fait, je me dis, encore une fois, conclusion du débat, mise en abîme, tout ce que vous voulez. Je suis passée à l'action, j'ai fait le débat, j'ai passé un super bon moment. J'ai trouvé que l'échange était riche. Donc, j'ai aimé passer à l'action et sortir de ma quête de perfection et ma quête de c'est pas le bon moment, j'ai pas assez ceci, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez lu tel bouquin, et gna gna gna. Donc voilà, donc j'ai aimé être ma propre mise en abîme pour ça. Ce que j'ai appris, en fait, ce que j'ai appris, je ne sais pas comment dire, mais c'est à quel point l'imperfection, en fait, c'était presque d'une certaine façon, quand on voit même les échanges qui avaient lieu sur le chat, une espèce de quête collective. On a l'impression qu'on a tous une quête vers la perfection et finalement, j'ai un peu l'impression qu'on est de plus en plus tous, après le panel de gens présents était peut-être biaisé, mais qu'on est tous un peu en quête d'imperfection et c'est plutôt très cool. Et ce que je vais mettre en application, tu parlais beaucoup de gratitude, Anine, moi j'appelle ça les jolies victoires. Et je l'ai mis en place, je l'ai conseillé aux lecteurs de la vraie dose, mes cordonniers très mal chaussés. J'ai encore du mal à célébrer chacune de mes jolies victoires. Donc, je vais réfléchir. J'ai plein de cahiers chez moi et je suis bien tentée de passer à cet exercice d'écrire 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant le matin ou le soir. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ça va dans la continuité de tout ce que je pense sur le et si juste on était déjà content de ce qui se passe et au lieu de chercher le moment parfait et la vie parfaite et tout ce qui est parfait, on était juste content de ce qu'il y a. Trop bien, merci Sarah. Et dans le chat, on a aussi Julie qui nous dit qu'elle a aimé voir les retours d'expérience, qu'elle a appris qu'un débat pouvait être enrichissant et elle va continuer à cultiver sa différence. Et il y a Alexis qui nous dit « J'ai aimé cet échange et ces chips. J'ai appris qu'un débat pouvait être autre chose qu'une bataille pour convaincre et il va continuer à s'ouvrir au monde et aux imperfections des autres. » Trop bien. Est-ce qu'il y a des gens du coup de vive voix qui veulent nous partager aussi ce qu'ils ont aimé, appris et mettre en action ? Aurore, je te sens lancer. Ouais, moi je veux bien.
Moi, alors j'ai aimé tellement de trucs, du coup, il faut que j'en trouve un. J'ai aimé votre vision sur l'entrepreneuriat, parce que c'est une vision que moi, j'ai pas, donc c'est toujours super intéressant de voir comment vous l'appliquez à vous-même. Et je suis désolée pour le bruit, j'ai donné un jeu à mon chat, il est en train de retourner la pièce. Je suis confuse. Donc, ouais, votre vision sur l'entrepreneuriat. Après, j'ai appris comment Anine luttait contre son perfectionnisme et en même temps, comment il luttait pas non plus. Enfin, comment tu fais l'équilibre quoi, entre les deux. Comment tu te soignes et tu lâches prise aussi sur qui tu es. Ça me plaît bien aussi. Et moi, ce que vous m'avez redonné envie de reprendre mon bullet journal parce que c'est un exercice que j'ai un peu abandonné, que ce soit les 3 kiffs ou même, même Tiffany, tu m'as donné envie avec ton masking tape aussi. Et ouais, Edith et Lily, c'était aussi des choses sur le suivi des émotions, les choses comme ça que j'ai envie de mettre en place. Et du coup, je vais faire ça ce soir parce que ça fait 2 semaines que je dis qu'il faut que je le fasse, donc je vais le faire ce soir. Yes, c'est super. C'est Merci, super. Aurore. Et petite chose, c'est un peu mon expertise, c'est comment faire des choses qui nous paraissent contraignantes et comment les rendre ludiques pour notre cerveau. Euh, je vais donner 3 ou 4 pistes comme ça rapidement. C'est des choses qui sont dans la gamification. La gamification, c'est toute une discipline qui est appliquée dans la formation, qui est appliquée dans plein de domaines, notamment sur les réseaux sociaux, et qui est faite pour nous rendre accro à des choses qui sont contraignantes. Par exemple, passer du temps devant son ordinateur, c'est quelque chose qui est par définition contraignant. Essayez de l'expliquer à quelqu'un qui vient des années 80. Il dit, ah, mais jamais de la vie. Alors aujourd'hui, on le fait tous et on s'amuse en le faisant. Première chose, c'est pouvoir mesurer sa progression, c'est-à-dire savoir à quel stade on en est. Pour un objectif, ça peut être en le décomposant en plusieurs sous-objectifs. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut que ce soit des sous-objectifs basés uniquement sur l'action. C'est-à-dire, j'ai fait ça, j'ai contacté 3 entreprises. Si je cherche du travail, enfin, 3, c'est pas beaucoup, mais on va dire 10 entreprises, en faisant à chaque fois un CV sur mesure, une note de motivation sur mesure, etc., etc. Et attacher à chacun des sous-objectifs, ou on va dire tous les 3 ou 5 sous-objectifs, une récompense. Le système de récompense est quelque chose qui est puissant pour le cerveau et qui va justement enclencher un mécanisme pavlovien qui va nous rendre accro au dépassement de soi et accro à ces choses qui nous tiennent à cœur. Alors voilà, je sais pas, moi typiquement, j'essaie de faire, ça fait un an, un peu plus d'1 an que je le fais, mais une fois par mois, je fais une destination. Alors pas loin, pas cher, mais récemment j'étais à Malte au mois de février, j'étais en Égypte au mois de janvier et j'y vais voilà soit tout seul, soit avec ma copine, soit avec un ami. Et pour moi c'est ma récompense une fois que j'ai atteint tel et tel objectif. 3e mécanisme qui est hyper puissant, c'est le mécanisme social. C'est typiquement, Sarah, ce que tu peux faire, c'est ton défi, à la fin de ta newsletter, ton défi personnel et de partager avec les gens. Et ça va t'obliger, d'autant plus que quand tu as des gens qui sont là et que tu as cette figure-là de chef d'équipe, alors pas de mentor ni de coach, mais de vraiment chef d'équipe, c'est-à-dire tu es le numéro 10, tu es sur le terrain aussi, tu mouilles le maillot et puis tu encourages les autres, ça te donnera d'autant plus de courage et ça marche sur beaucoup de personnes, le fait de voilà, soit la compétition, soit la cohésion, mais bref, qu'il y ait des interactions sociales avec un objectif. Typiquement, en ce moment, moi, c'est les matins, 5 fois par semaine. J'ai un pote qui m'attend à 7 heures du matin en bas de la salle de sport. Celui qui ne vient pas, et il paye un resto à l'autre ou qui est en retard le midi. Donc, je vous promets, je n'ai jamais envie. Là, il pleuvait ce matin, c'est le lundi, je n'avais pas envie d'y aller. On y va parce qu'il y a quelque chose qui est plus puissant que cette volonté-là. D'autant plus que cette volonté-là, c'est effectivement un mythe qui n'existe pas. C'est comme, surtout le matin. Le matin, on est un gosse de 4 ans. D'ailleurs, si tu t'écoutes et que tu attends d'avoir envie de faire des choses, on ne les fait jamais. Et il ne faut pas avoir peur de faire appel à de la motivation extrinsèque parce que les employeurs y font appel, les boîtes, les startups, les trucs contre nous, les publicitaires, les marketeurs. Donc, il est temps qu'on reprenne contrôle aussi de ça et d'utiliser quelques mécanismes comme ça et de ne pas juste sortir de ce mythe-là de « je veux, je peux ». Non, ça, c'est une barre qui va changer demain, les émotions, c'est normal.
qu'on change, qu'on soit triste, qu'on soit déprimé de temps en temps, c'est normal et c'est très sain. Il faut justement quelque chose au-delà de ça pour les choses qui nous tiennent à cœur. Merci beaucoup Voilà. pour ton partage, Aline, sur la gamification. On le repartagera dans l'article, ces 3 points-là. Je pense que ça pourra servir à d'autres. Et juste, là, on a un tout petit peu dépassé, mais si Tiffaine, tu avais commencé à nous partager des choses dans le chat, tu veux nous partager aussi rapidement ce que tu as aimé, appris et ce que tu vas mettre en action? Alors, j'ai déjà commencé à écrire un certain nombre de choses. Merci surtout pour tous ces petits trucs et tout. Et je suis assez d'accord que c'est en entraînant son cerveau qu'on a l'habitude, c'est le principe des 21 jours. Je pense que je vais déjà continuer tous mes petits rituels pour essayer de continuer dans les bonnes démarches, quoi, et me dire que si je suis pas parfaite, c'est peut-être pas plus mal. Voilà. C'est ce que je dis toujours. Je rencontre mon mari est un homme qui est presque parfait, parce que si je lui disais qu'il était parfait, ce serait impossible à vivre tous les deux. Donc voilà, en termes de boutade, quoi. Donc, merci pour la générosité, la richesse des échanges. C'est toujours un véritable plaisir, je le dis comme je le sens, de participer à ces débats à mon petit niveau et tout. J'ai dû vous embêter avec le bouquin que je montrais, mes masques in tête, mon bullet journal, mais bon, voilà. Quand je crois à un certain nombre de choses, je les partage, voilà, tout simplement. Et puis, encore merci. Et puis, je sais ce que je vais mettre ce soir dans mon bullet journal. Voilà. Trop bien, merci Tiffaine pour ton partage. Et du coup, on va clôturer gentiment. Du coup, on va retravailler un petit peu par rapport à tout ce qui s'est échangé avec Lily pour vous faire une synthèse de toutes les questions qu'on a abordées, qui étaient en fait, c'est quoi la perfection, c'est quoi le perfectionnisme, est-ce qu'on l'est, quelles en sont les causes, est-ce qu'il faut montrer ses imperfections ou pas, qu'est-ce qui nous pousse à être perfectionniste, comment on peut agir dessus. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Je suis trop imparfaite de ouf. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Pour continuer sur cette notion d'imperfection-là, avec Lily, on continue à la creuser. Et du coup, on vous dit un petit peu en avance, en avance de phase, qu'on va relancer du coup le défi imperfection que nous a partagé Aurore en avril, et on va aussi faire une version cours en ligne, donc pour ceux qui sont plus qui veulent avancer à leur propre rythme, ou qui sont plus loups solitaires que collectifs. Et du coup, on va commencer à en parler normalement la semaine prochaine. Lily, c'est ça? De vous donner un peu plus de détails sur le contenu, comment ça va se passer et tout ça. Et puis merci pour ce temps-là. Merci beaucoup Anine et Sarah, parce que ce que vous ne voyez pas, c'est que voilà, il y a du temps de préparation derrière. On les a eu au téléphone pendant 1 heure. Je pense que ça a peut-être trotté dans la tête au moins 5 minutes par-ci par-là, mais voilà, merci pour le temps que vous avez consacré et à votre générosité. Parce que voilà, c'est quelque chose que vous faites en bénévolat, sur votre temps, un soir de semaine, alors qu'il y a un chien qui demande des câlins. Et surtout plein de perspectives du côté d'Anine aussi. Et voilà, merci beaucoup, et merci aux participants pour toutes les questions et toutes les réactions. Grand plaisir, merci à tous. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, bonne soirée.